Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Aujourd'hui, comme à chaque fois que cela nous est possible, nous donnons la parole à une grande figure de l'opposition, Karim Tabou, qui n'est plus à présenter aux Algériens, dont le militantisme ne s'est jamais démenti, même lorsque, dans la stratégie de son parti politique d'alors, celui de Hossein Ait Ahmed, Rabbi Rahmou, il avait dû se porter candidat aux élections législatives, puis tenter d'assumer sa représentation après avoir été élu dans ce Parlement, une institution où certains députés, notamment ceux du FFS et du RCD, ont toujours pu, malgré la quasi-impossibilité de s'y exprimer librement, honnêtement, de s'y distinguer et d'ouvrir des brèches dans cet unanimisme moutonnier qui caractérise ce machin censé incarner le pouvoir législatif. Né en 1973 d'une famille nombreuse de prolétaires et de paysans, et se revendiquant d'un ancrage de gauche, il s'est retrouvé naturellement au FFS où il deviendra un proche de Hossein Ait Ahmed, puis premier secrétaire de ce parti, du FFS, de 2006 à 2011. En 2011, avec quelques-uns de ses camarades de lutte, il a lancé un nouveau parti, l'UDS, l'Union démocratique et sociale, qui ne sera jamais agréé par la police politique pour la simple raison que cette nouvelle formation politique n'a pas fait dans le louvoiement et qu'elle est tout aussitôt entrée en confrontation franche et directe contre le pouvoir. La suite est connue. L'UDS ne sera jamais légalisé, contrairement aux dizaines d'autres partis politiques maisons qui existent depuis des décennies aujourd'hui et qui se contentent de faire du vent, de la claque et du soutien à ceux qui leur servent la soupe. Mais Karim Tabou allait trouver son chemin de Damas lors du plus grand mouvement social pour la démocratie depuis l'indépendance du pays, le Hirak. En 2019, lorsque des millions d'Algériens sont descendus spontanément et pacifiquement dans la rue pour revendiquer un état de droit, une période de transition et le retour de l'armée à ses casernes. Il a tout naturellement émergé parmi des dizaines d'autres militants au sein de ce grand mouvement politique populaire. Mais le pouvoir allait pouvoir, encore une fois, excusez les répétitions, neutraliser ce formidable sursaut populaire jusqu'à y inséminer la division et la zizanie, jusqu'à le récupérer lui-même et en faire un succès d'année de révolution Zama, al-Hirak al-Mubarak, détourné à un point où le régime le fait passer aujourd'hui pour le mouvement qui a hissé Tebboune de l'oubli où il aurait été précipité et pour en faire le président bien-aimé des Algériens. Karim Tabou, comme d'innombrables autres militants pour la démocratie, allait connaître une implacable répression, harcèlement, mauvais traitement, enlèvement, irruption illégale dans son domicile au milieu de sa famille et de ses petits-enfants, dégradation de son véhicule, des procès iniques, des gardes à vue, des mandats de dépôt et de la prison ferme. Jusqu'à aujourd'hui, il reste en liberté surveillée, très surveillée, sommé de se présenter chaque semaine dans une caserne pour y émarger, pour passer sous les fourches codines de la police politique. Je ne vous dis là qu'une infime partie du parcours de ce militant, de ce politicien,
qui honore la politique et les plus belles aspirations de son peuple à la dignité, tout simplement. Décryptage avec Karim Tabou. Karim, merci d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci, Si Jamal. Merci de nous donner cette possibilité d'ouvrir sur nous cette fenêtre pour essayer de faire arriver nos idées, notre message. Merci pour vous parce que également ce que vous faites dans ce que nous subissons comme propagande, comme les mauvais usages des moyens de communication, notamment des médias publics. Vous faites quelque chose d'autrement révolutionnaire que de faire arriver la vérité des faits, l'analyse et permettre donc aux citoyens algériens de s'informer en toute liberté. Merci à vous et merci de m'avoir invité à cette émission. Merci Karim. Alors, je vais vous demander de nous faire d'abord, avant de parler de vous-même, de ce que vous subissez, de ce que vous continuez à subir, un état des lieux général de la situation dans notre pays. Et nous pourrions peut-être commencer par cet appel de M. Tebboune Harraga de rentrer chez eux. Mais là, on n'a rien compris. C'est que d'abord, les Harraga, c'est le système qui met en place un vaste réseau de passeurs dont personne, à mon avis, n'a été arrêté ni empêché. Des gardes-côtes qui prennent de l'argent pour laisser passer les Harraga. Donc, c'est dire que c'est le régime qui utilise ces Harraga comme une sorte de soupape de sécurité. Mais là où on n'a rien compris, c'est qu'ils demandent aux Harraga de rentrer à condition qu'ils arrêtent de s'engager contre leur pays, alors que les Harraga ne s'engagent pas contre leur pays. Karim. Enfin, merci. Je pense à chaque fois qu'on aborde un sujet, tout naturellement, on est d'abord dans la confusion, une confusion entretenue sciemment par le pouvoir, et puis une grande partie de la communication du pouvoir est beaucoup plus destinée à l'intérieur qu'à un usage strictement politique. Moi, je pense que le pouvoir avoue d'une manière indirecte d'avoir repris les pourparlers avec les autorités françaises. C'est mon analyse à moi. D'ailleurs, cet appel-là a été même précédé par une déclaration de l'un des ministres qui disait dans une rencontre que 12 000 Algériens se seraient donc engagés, montrés, disposés à rentrer au pays puisque, selon, dit-il, l'Algérie est en train de connaître un essor. Au fait, le même ministre avait également lancé une invitation au ministre de l'Intérieur français pour une visite en Algérie. Vous comprenez bien que ce sujet a été pendant longtemps au cœur de la tempête, entre guillemets, des relations algéro-françaises. Et finalement, tout le bruit qui s'est produit autour de cette relation n'a pas livré tous ses secrets, puisque l'essentiel des problèmes, l'essentiel des arrangements qui se font, ils se font dans l'opacité. Un des problèmes qui a été très fortement soulevé dans les médias français par la classe politique française, notamment par l'extrême droite, c'est la question des laissez-passer consulaires. Et puis, il y a eu de part et d'autre disons, des moyens de pression, plus encore des chantages. Et dès lors qu'on a touché les responsables algériens dans leur propre confort, dans ce qu'on appelle les passeports rouges, dans la mobilité, leur mobilité, d'habitude, ils avaient toute cette facilité à se rendre à Paris, à rendre visite à leurs enfants, à faire des inscriptions dans les belles écoles françaises de leurs enfants et faire le shopping dans les lieux luxueux parisiens. Et tout à coup, à cause d'événements politiques, de
de rencontre de beaucoup d'éléments qui ont créé cette crise, ils se retrouvent privés de ce confort. Et puis, par la suite, c'est devenu un sujet public, notamment en France. Et ce sujet-là, lié au laissez-passer consulaire, est devenu presque une condition qui est posée par les autorités françaises, par l'opinion publique, une partie de l'opinion publique française. Et lorsque vous êtes dans un pays où il y a quand même des médias qui font leur travail, il y a des députés qui ont un cadre d'expression démocratique, il y a la justice qui obéit à un minimum de normes de justice, donc d'indépendance, vous ne pouvez pas faire les choses telles qu'il se passe chez nous, puisque chez nous, c'est tout le contraire. Les autorités se soucient de rien, ni de la justice, ni du peuple, ni de l'opinion publique, ni des règles politiques quelconques. Donc, je pense que cet appel-là s'inscrit dans quelle logique? Au fait, les autorités algériennes ont émis ce signal en disant aux autorités françaises que nous sommes prêts à recevoir les Algériens qui sont en situation irrégulière, notamment et en particulier ceux qui sont frappés de la décision d'obligation de quitter le territoire français, et également la catégorie de gens, des Algériens qui se trouvent dans les centres pénitentiaires, donc qui sont dans les établissements pénitentiaires. Je pense que cela, l'Algérie a bien émis un signal en direction des autorités françaises, leur donnant la garantie donc d'accepter de recevoir une partie des Algériens. Il s'apprêterait, Karim, à obéir aux injonctions françaises de reprendre les OQTF, mais au lieu de s'inscrire normalement dans une procédure ordinaire de deux pays, eux, ils préfèrent user de démagogie, nous faire croire qu'ils vont le faire pour recevoir leurs enfants et leur permettre de revenir chez eux, etc. Mais c'est monstrueux. Si tant est que ça se vérifie, cette thèse que vous émettez et qui reste très plausible de mon point de vue. Il faut pas vous étonner de voir probablement des Algériens qui se trouvent dans des établissements pénitentiaires en France, qui vont être reçus en grande pompe à l'aéroport à Alger, et qui vont dire qu'ils sont heureux de reprendre, de revenir dans leur pays, et on va en faire une histoire d'actes politiques majeurs que les Algériens finalement. Comment dire, exigence de M. Tebboune qui demande aux Harraga qui veulent revenir de s'engager à ne plus s'engager dans des actions contre leur pays, alors que les Harraga ne s'engagent jamais contre leur pays, ni contre le régime, ni contre leur pays. Ils ont juste le temps de se débrouiller pour trouver de quoi se nourrir, à vendre des cigarettes, du sarour. On n'a jamais vu des Harraga faire des manifs contre le régime algérien. Mais en tout cas, ces pratiques, ils ont dépassé le cadre des Harraga, des gens qui se trouvent en situation régulière en France, des enseignants, des gens qui travaillent, des gens qui ont été des étudiants à l'université pour avoir participé au Hirak, pour avoir participé à la dynamique de 2019, et ben, une grande partie de ces gens sont privés d'abord de rentrer dans leur pays, et pire encore, il y a des gens, des agents qui sont mobilisés par le pouvoir, qui contactent individuellement chaque personne en leur proposant éventuellement de rentrer à la condition de signer un engagement de ne plus exercer la politique, par exemple. Oui. Et nous avons eu beaucoup de témoignages de gens qui, d'abord, ils ont peur de venir, et puis ils sont contactés généralement par des gens qui les connaissent. On leur propose même de signer une décharge où ils s'engagent ils s'engagent à devenir en quelque sorte des agents du régime, d'une façon indirecte. Voilà, ces pratiques sont contraires à la loi, sont contraires à la démocratie, sont contraires à la dignité humaine, même que de... Karim Tabou, j'espère que... J'ai l'impression qu'on vous a perdu, j'espère qu'on va vite vous retrouver. Moi, je vous entends bien. Très bien. Alors, Karim Tabou,
Pour en revenir à l'état général de la situation, aujourd'hui, l'Algérie n'est pas une démocratie. Les institutions dont elle se vante ne sont pas des institutions. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La junte, moi je ne dis pas l'armée, la junte est au pouvoir, c'est elle qui a désigné l'actuel, je dirais, squatter d'Al Mouradia. Par quoi commencer, Karim Tabou? Comment faire dans cet horizon complètement plombé, dans cette atmosphère de répression systémique et systématique? Comment faire pour essayer, Karim Tabou, de faire refleurir le Hirak et d'aller vraiment vers cet espoir de dignité, de démocratie? Vous l'avez bien dit, l'Algérie ne vit pas une crise politique conjoncturelle, elle vit une crise politique systémique. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué qu'il y a une espèce d'imbrication de beaucoup de facteurs, qu'ils soient les facteurs internes, les facteurs externes, les facteurs politiques, les facteurs économiques, etc. Mais si nous essayons de structurer tout ça, nous allons nous interroger et puis nous allons essayer d'apporter quelques réponses. D'abord, lorsqu'on évoque le sujet politique, nous interrogeons d'une manière simple, y a-t-il sérieusement une vie politique en Algérie? Y a-t-il un espace qu'on peut appeler espace politique? Depuis quelque temps, nous regardons très bien et nous le vivons, et vous l'avez fait dans la présentation. Moi, je suis un militant. Il y a beaucoup de militants comme moi qui souffrent, qui sont sous surveillance, qui sont pratiquement en résidence, assignés à résidence surveillée, avec interdiction de participer. Savez-vous que dans les dispositions de mon contrôle judiciaire, il m'est signifié l'interdiction totale de participer dans vos émissions. Donc, en plus de l'obligation ou l'interdiction de participer aux activités politiques, interdiction de quitter le territoire national, et puis avec toute la chaîne de choses qui... Mais bon, ce n'est pas une question personnelle, c'est le climat général, la scène politique qui est piégée malheureusement. Aujourd'hui, on voit très bien que, mis à part la dominance du factice, le mensonge, le théâtral, le folklorique, le politique au sens propre du terme est complètement banni et complètement suspendu. Voilà, on voit à longueur de journée les partis politiques réduits à jouer des rôles, à être des figurants dans une espèce de glaciation autoritaire absolue. Les partis politiques, malheureusement, dans notre pays, dans l'absence d'un espace démocratique, d'échange, de critiques, etc., les partis politiques sont devenus une espèce de structures qui sont mobilisables que pour les intérêts du pouvoir. Nous ne sommes pas dans une démocratie dynamique au sens démocratique du terme, au sens politique du terme. Nous sommes dans une logique de démocratie d'appareil. C'est-à-dire qu'il y a des appareils, il y a des partis, il y a des chaînes de télévision, il y a des journaux, mais tout se joue dans une espèce de théâtre qui arrange les affaires du pouvoir. Et sur ça, on voit très bien que la vie politique réelle, la vie démocratique, c'est-à-dire la démocratie qui est le moteur de la société, c'est-à-dire une société sans débat critique, sans un vrai échange démocratique dans tous les domaines, sans le champ du savoir, le champ du théâtre, le champ de la culture, le champ du débat, etc., la société ne peut pas avancer, donc ne peut pas se corriger, ne peut même pas se projeter dans l'avenir. Et puis, en face de ça, il y a un pouvoir qui exerce le pouvoir absolu, c'est-à-dire le monopole total sur la vie politique, la vie culturelle, la vie économique, la vie sociale, la vie en matière d'information. Et donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec de faux partis, de fausses associations, une fausse société civile, une fausse représentation politique et sociale. Et donc, dans ce contexte-là,
que signifie un parti politique, que signifie euh, même l'opposition, le concept de l'opposition. On s'aperçoit très bien que le concept même du parti politique, de l'exercice de la politique, de l'opposition, suppose un minimum de choses que sans ces choses-là, nous ne pouvons pas parler de la politique. Le premier, c'est un cadre institutionnel clair, c'est-à-dire que la politique se déroule dans un cadre institutionnellement défini pour l'exercice de la politique. Une élection, une alternance au pouvoir, des compétitions, des règles compétitives, etc. La deuxième, c'est que ces règles-là devraient être des règles opposées à tous, qui soient opposables à tous et qui soient respectées par tous. On voit très bien que le pouvoir ne respecte aucune règle. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez comment le pouvoir s'arroge le droit de modifier la loi sur les partis politiques, il soumet les partis politiques à sa volonté, comment il change la loi sur les associations, la loi sur l'information, la loi sur la vie politique publique d'une manière générale, on voit très bien que nous ne sommes plus dans une logique politique. On est dans une dictature qui ne veut pas se prononcer en tant que telle. Elle se cache derrière une fausse représentation et il fait dérouler un théâtre et les partis Mais politiques tels qu'ils sont actuellement. Karim Tabou, ces fausses représentations, il y a beaucoup de pays qui ont des représentations, des institutions un temps soit peu factices. Mais en Algérie, c'est trop, c'est devenu une caricature. Ça veut dire qu'ils ne se cachent même plus de donner des instructions à la justice pour faire condamner des gens ou pour faire libérer des gens ou pour les amnistier. Ils ne se cachent pas pour faire élire qui ils veulent, de changer, par exemple, de chef du gouvernement comme ça à l'humeur, alors que les chefs du gouvernement, c'est connu, ils ne servent à rien. Ou alors des partis politiques, des dizaines de partis politiques qui ne servent à rien, autrement qu'à chanter la voix de son maître. Mais sinon, Karim Tabou, je vais d'abord vous poser une question, je vous demanderai de nous répondre brièvement avant de vous en poser une autre où vous pourrez développer. Est-ce que vous émargez, comme vous l'avez vous-même déclaré sur les réseaux sociaux, puisque vous faites un rapport quotidien sur votre page Facebook, est-ce que réellement vous émargez dans une caserne chaque semaine? Oui, je suis tenu chaque lundi de me présenter dans une caserne relevant de la sécurité intérieure, située sur la route de Cheraga, aux environs de Sécurité Bniflus. intérieure, c'est la police politique, hein? Donc, je suis tenu par cette obligation. Je me présente chaque lundi, je signe. Et parce que je considère que non seulement ça a dépassé le cadre du droit, les délais ont dépassé toute logique judiciaire. Déjà dans le principe, dans les usages de la justice, lorsque vous êtes en situation d'instruction, lorsqu'il s'agit du correctionnel, c'est connu que l'instruction dure au maximum 8 mois, une année. Et lorsque c'est la criminelle, ça ne dépasse pas 16 mois. Moi, je suis astreint à l'obligation de signer à l'intérieur de cette caserne depuis 33 mois. Donc, ça dépasse tous les cadres, ça dépasse toutes les... Et personne n'ose dire quoi que ce 33 soit. mois. Je vais, Chaque semaine, je vais, vous êtes... je vais, Mais chaque Karim Tabou, semaine. ça veut dire c'est plus qu'une assignation à résidence, puisque vous ne pouvez pas quitter les environs, vous ne pouvez pas quitter votre domicile pendant plus d'une semaine. Où je sois, le lundi, je dois me présenter avec confiscation de passeport 3 fois, avec interdiction de quitter le territoire national, interdiction de participer dans n'importe quelle activité médiatique, interdiction de participer dans aucune activité politique, interdiction de diffuser et de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Tout ça est inscrit Et là, dans en ayant accepté cette rencontre, vous n'allez pas avoir des ennuis? Bon, c'est une responsabilité de tout un chacun. Le militant aussi doit se battre, doit se défendre.
parce que si nous laissons faire ces questions-là, il est évident que ça va servir de mauvais exemple pour les autres et ça va être un précédent très grave pour tous les militants qui assument leurs responsabilités. Mais en tout cas, nous le faisons avec beaucoup de civisme. Nous sommes des militants responsables. Nous sommes engagés parce que nous aimons notre pays, parce que nous avons des convictions et nos convictions ne sont pas proposées dans les marchés des marchandages politiciens et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. C'est pour cette raison qu'il y a à la fois une responsabilité politique, une obligation morale vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre conscience, vis-à-vis de la parole donnée, mais également vis-à-vis de nos enfants pour poursuivre notre combat qui est juste, qui est légitime, le combat pour l'avènement de la démocratie, pour tracer des horizons pour l'avenir de ce pays, pour nos enfants. Donc, je suis en cohérence avec ma conscience, mais également je me sens en cohérence avec mes obligations politiques et morales vis-à-vis du peuple algérien. Et donc, devant cette situation, il est clair qu'un militant, c'est des choix dans la vie. Il y a des gens qui ont choisi de se taire, il y a des gens qui ont choisi de se ranger, il y a des gens qui ont choisi de renoncer, mais il y a également des hommes et des femmes dans ce pays qui continuent de se battre et qui sont jaloux de leur dignité, de la dignité de ce pays. Nous allons écouter un chef de parti censé être l'un des plus grands partis de ce pays que tout le monde connaît, le RND, M. Bouden, puis je reviendrai à vous, Karim Tabou, pour une question. اسمحوا لي ايضا باسم كل قيادات التجمع الوطني الديمقراطي وباسم اعضاء المكتب الوطني كما قلنا اللي كانوا مجتمعين قبل قليل اننا نحيي ونعبر عن عميق ارتياحنا مخرجات اجتماع مجلس الوزراء البارحه خاصه تلك المتعلقه بالنداء الموجه لشبابنا من الحماقه في الخارج والذين ممكن غفر بهم في وقت من الاوقات للعودة إلى بلادهم ومرحبا بهم في بلادهم ولن تجدون من خلال كل مناضلين كتجمع وطني ديمقراطي إلا مرحبين ومهللين وكذا ممكن سنعمل في إطار مكاتبنا في الخارج ومن خلال جالية تاعنا في الخارج ومن خلال مناضلينا في الخارج من خلال خلايا متابعة على تسهيل المهمة للقنصليات وعلى دعم هذا الإجراء الذي قام به السيد الرئيس عبد المجيد تبون. Je n'ose même pas commenter, Karim, mais la question que je voulais vous poser, c'est M. Tebboune appelle les partis à un dialogue. Le comble que personne n'a compris, c'est qu'il les appelle au dialogue après l'adoption des lois sur les partis politiques. Alors que la logique aurait voulu qu'ils donnent leur avis avant que ces lois, ces projets de loi ne soient discutés par le Parlement. Or, lui, il leur a dit, oui, il faut qu'on dialogue, que nous discutions, mais après l'adoption de cet arsenal juridique, législatif qui nous prépare. Karim Tabou. Et en même temps, j'aimerais que vous nous disiez votre avis sur ces drôles de partis, ces partis qui pullulent, qui sont partout où veut le régime, qui s'expriment pour faire la claque, pour féliciter le président, pour féliciter Chenguereha, pour féliciter le pouvoir, pour rappeler qu'ils sont les dignes descendants des Shohada, des Moujahidines de novembre, etc. Mais sinon, pour se tenir aux côtés des militants qui souffrent pour leur position courageuse contre ce despotisme outrancier, ils sont aux abonnés absents. Karim Tabou. Enfin, à quelques petites exceptions, la classe politique algérienne, celle qui est officiellement reconnue, donc qui participe à la vie politique officielle, elle a hérité de trois défauts majeurs qui sont les défauts du pouvoir. Le premier est que ces partis personnalisent le débat. C'est-à-dire que quand ils parlent de Tebboune, ça parle de Tebboune parce qu'ils doivent le dire, ils doivent le faire sous peine d'être marginalisés. Et ce type de
de partis, nous les avons vus depuis quelques années. Donc, l'agitation que fait le secrétaire général du RND ou des autres partis s'inscrit toujours dans cette logique qui fait que les partis font le décor. Le deuxième défaut est que les partis, à défaut d'un ancrage populaire, ils trouvent plus facile de chercher donc un ancrage au sein des institutions. Et ils ont intériorisé, accepté le fait que les ancrages institutionnels sont donnés par le pouvoir. C'est la cooptation, c'est la distribution des sièges. Et donc, une grande partie de ces partis ont intégré dans leur fonctionnement, dans leur discours, ils dénoncent plus la manipulation du suffrage universel, ils ne dénoncent plus le traficotage des élections. Dès lors qu'ils peuvent être des bénéficiaires de ce trafic, ils acceptent la règle. Et le troisième défaut est que ces partis politiques savent très bien que dans le cadre d'une dynamique populaire, ils sont vaincus, ils sont disqualifiés. Donc, leur survie est intimement liée à la survie du pouvoir. Et on peut faire une analyse très simple de tous les partis actuellement. Ils ne parlent pas au peuple. Dans leur expression, dans leur discours, dans les déclarations ils sont dans une course effrénée qui va plaire le plus aux gens d'en haut. C'est-à-dire, au fait, ils cherchent à trouver le décodage par lequel ils vont gagner quelques points auprès des décideurs. Ils considèrent que puisque ce n'est pas le peuple qui donne la légitimité, ce n'est pas le peuple qui décide, donc autant avoir de bonnes relations avec le sommet que de s'encombrer trop des problèmes de la base donc du citoyen. C'est la réalité, c'est la triste réalité de la classe politique. Et puis, quand on aborde la question de ce qu'on appelle l'opposition, c'est-à-dire ceux qui se considèrent comme étant des meneurs de projets, de combats pour essayer donc de défendre leurs idées. Bon, je pense qu'il y a deux types d'arguments. Il y a des arguments objectifs qui ont limité leur marge de manœuvre, qui ont fait qu'ils sont confrontés à des problèmes, mais il y a également une partie liée à leur responsabilité dans leur complicité dans ce que fait le pouvoir. Donc, il est vrai que pratiquer la politique dans ce pays, immédiatement, vous vous retrouvez confronté à des problèmes concrets. Le problème premier, je vais essayer rapidement de donner mon point de vue sur la question, il y a le fait qu'il y a un grand héritage, un héritage historique, c'est-à-dire dans ce pays, depuis, je pense, depuis l'indépendance et même bien avant, mais pour ne pas trop nous compliquer, pour ne pas aller trop loin dans l'histoire, on a considéré dans ce pays que le pouvoir, il s'est construit autour de quoi? Il s'est construit autour de l'armée, beaucoup avaient cru que l'armée pouvait être l'État. Et donc, dans ce pays, on a enraciné une fausse idée dans la tête des gens que l'État, c'est l'armée. Et naturellement, on ne peut pas contester ce fait-là parce que sinon, vous êtes immédiatement désigné comme étant quelqu'un qui s'attaque à l'institution militaire. Le deuxième problème, c'est qu'on a également mis la légitimité, entre guillemets, révolutionnaire, c'est-à-dire un système qui considère que la légitimité de la guerre de libération et tout ce que cela a entraîné comme structures donc, qui se sont imposées et qui ont pris la place de l'État, eh ben, il considère que s'opposer à cela, c'est se mettre du côté, comment dirais-je, en situation d'hors-la-loi. Donc, ils ont enraciné l'idée que tu ne peux pas oser
apporter des critiques à cette situation. Et puis, il y a également la nature du système qui est un système verrouillé. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où le pluralisme n'est pas assumé, il n'existe pas. Le pluralisme, il est dans la forme. C'est-à-dire que tu appelles le type, il est secrétaire général du parti qui s'appelle le Rassemblement national démocratique. Vous imaginez, comme l'alphabet dans ce pays est un bien vacant, donc vous pouvez vous attribuer tous les titres que vous voulez. Hein. Vous pouvez vous appeler comme vous voulez et rien ne vient donc mettre de l'ordre puisque la scène politique, elle est verrouillée. Et les partis politiques, même s'ils existent, mais dans le fait, ils savent très bien qu'ils n'ont pas accès au pouvoir. Donc, les seuls accès, c'est le pouvoir lui-même qui leur donne la possibilité d'y accéder pour gagner quelques sièges au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat, dans les APoui, dans les APC. Et puis, tout le monde sait, y compris ces partis, que les élections, le suffrage universel est complètement détourné, donc les élections n'ont pas de sens. Et finalement, les partis politiques ont intégré également dans leur tête l'idée que les institutions, c'est le prolongement du pouvoir. Ce n'est pas l'espace de représentation du peuple. Bien au contraire, les partis politiques, maintenant, ont intégré l'idée que les institutions sont le prolongement du pouvoir, donc autant participer au pouvoir que de militer pour essayer de changer les choses. Après, il y a également la répression. Il y a la répression dans toutes ses formes. D'abord, il y a des lois restrictives, c'est-à-dire si nous faisons la comptabilité des lois qui régissent la vie publique, la loi sur l'information, c'est un vrai code pénal. La loi sur les partis politiques, c'est un autre code pénal. La loi sur les associations, c'est un autre code pénal. Et toutes ces lois-là, il y a encore d'autres lois, elles sont faites pour assiéger la société, pour encercler la société et ne pas lui laisser un espace par lequel elle peut respirer, pratiquer la politique, échanger les idées. Après, il y a également, vous l'avez bien souligné, les pressions judiciaires, la judiciarisation de la vie, c'est-à-dire que tout est judiciaire. Vous pouvez maintenant prononcer n'importe quelle parole, on peut prendre de votre parole des accusations et on peut vous poursuivre et la justice, il est là, il exécute des ordres qui lui sont donnés par on sait très bien qui, par le pouvoir. Après, il y a une logique d'intimidation lorsque le chantage, l'interdit, la menace, et ils sont courantes dans la société, très clairement, une grande partie de la société, entre guillemets, se range. Lorsque dans les médias, il y a quand même quelques années, nous avons connu des journalistes qui ont de belles plumes, qui sont critiques, qui apportent du débat. Nous les voyons plus parce que les structures d'abord médiatiques, elles sont normalisées, ils sont sous contrôle total du pouvoir. Et puis les individus ont fini par, pour certains, par se ranger, par d'autres, par ranger leurs plumes, c'est-à-dire au fait par les mettre dans leur trousse et ils sont pas. Donc, et puis, il y a également des problèmes liés à la classe politique elle-même, parce que la classe politique, elle traîne également ses propres défauts, la division, les divisions idéologiques, les rivalités personnelles, l'absence d'un minimum fédérateur, et puis, par moments également, ces partis sont tellement infiltrés, sont tellement contrôlés de l'intérieur, que toute idée de fédérer des partis politiques se fait échouer par les partis politiques eux-mêmes. Après, il y a également, et à mon avis, il est très important de souligner au moins 3 facteurs objectifs importants. Le facteur des traumatismes de la décennie noire. Je pense que la décennie noire a laissé des traumatismes très profonds dans la tête, d'abord des Algériens en tant qu'individus, mais également des structures. La peur du chaos, si jamais, la peur du chaos, et d'autant plus que le pouvoir en face, il brandit ces spectres, c'est-à-dire ce sont des spectres qu'il met en évidence, qu'il met à chaque fois au devant, et la responsabilité de quelqu'un qui a
emmagasiner en soi ces traumatismes profonds, ces douleurs, ces brisures au sein de nous-mêmes, ben, elle inhibe un peu l'initiative, elle casse l'initiative, elle met les gens devant une peur d'entamer quoi que ce soit. Donc il y a ces traumatismes. Après, il y a également, et on ne peut pas l'ignorer, c'est très important, la dépendance économique et sociale des partis de ce que leur donne le pouvoir. Vous savez, sur le plan des moyens basiques de l'exercice de la politique, pour avoir un siège, pour avoir un journal, pour avoir un accès à une salle de débat, pour avoir les moyens de réunir des militants, etc., c'est devenu très difficile parce que la logique rentière a fait que le pouvoir fait le chantage à certains et il donne la rente aux autres et puis il donne, entre guillemets, des exemples. Voilà, si vous êtes avec l'opposition, voilà comment vous allez subir les affres de l'intimidation, de la dépendance, de la précarité. Par contre, et j'entends ça chez beaucoup d'élus, chez beaucoup de maires, et il te dit, si je me mets en opposition contre le Wali, je risque de ne pas avoir de budget, je risque de ne pas goudronner les routes, je risque de ne pas de voir mes fiches techniques toutes rejetées, de voir tous mes marchés infructueux, etc. Donc, il se joue dans une marge très réduite. Après, le tout est que l'espace médiatique est complètement contrôlé. Karim Tabou. Lorsque vous n'avez pas Karim Tabou. Parce que vous n'avez pas l'espace médiatique dans lequel vous pouvez donc vous prononcer, ben vous allez vous retrouver assiégé, asphyxié, et c'est le cas de beaucoup de structures politiques. Karim Tabou, j'entends bien ce que vous dites lorsque vous parlez des partis politiques, de cette sorte d'émulation par la corruption, par le favoritisme, par les privilèges, par des promesses de postes, de sièges, d'ambassadeurs, etc. J'entends bien, nous connaissons ça depuis très longtemps. La même chose pour la presse qui fonctionne selon ce canevas, les partis politiques, les institutions, c'est un peu... Pour tous les relais sociopolitiques du régime, c'est la même formule. Mais il y a quelque chose que personnellement je ne comprends pas. Je vous demanderai de m'expliquer de façon assez succincte, assez synthétique, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et j'ai une autre question très importante à vous poser. L'université. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'absence de ce qui aurait dû être, ce qui est censé être le front d'avant-garde de la contestation, de la dénonciation, du militantisme, de la mobilisation, et qui est totalement absent. L'université est totalement absente de la chose politique, alors que ce n'est pas comme les partis ou les institutions où il y a des mouvements qui contrôlent le mouvement, la masse estudiantine et qu'on arrose. Pourquoi, d'après vous, cette totale absence, cette véritable carence politique au sein de l'université? Karim Tabou. En fait, l'université, comme institution, comme toutes les institutions, subit la gestion de caserne. L'université, aujourd'hui, n'est plus un espace critique, n'est plus un espace de production des idées. C'est un espace dans lequel les étudiants, les enseignants sont soumis à un contrôle strict par le pouvoir. Et il ne peut pas se passer aujourd'hui une conférence sans que cela soit décidé, structuré, organisé, surveillé par le pouvoir politique. Vous êtes dans un pays où le recteur de l'université est désigné par le chef de l'État. Vous imaginez, alors que dans beaucoup de systèmes de gestion des universités dans le monde, un recteur de l'université est élu par des enseignants à l'université selon des critères bien clairs. Il faut qu'il soit d'un rang universitaire élevé, il faut qu'il soit porteur d'un projet pour l'université, il faut qu'il rende compte de sa gestion lorsqu'il est élu,
il y a un espace de compétition scientifique, il y a des instances d'arbitrage scientifique, mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. L'université, et d'ailleurs, si Jamal, on va faire un peu d'humour, c'est quoi la différence entre une université, un parti politique, un club de football et une chaîne de télévision? Ah, et je vous pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre مولودية الجزائر, قناة النهار, جبهة القوى الاشتراكية وجامعة وهران? Il n'y a pas de différence. Malangosha. Alors, lorsque vous voyez que finalement, il y a il y a des groupes de travail qui s'occupent de la gestion du football, on en fait un instrument de propagande et de manipulation politicienne. Il y a des groupes de travaux qui gèrent l'université. L'important étant que l'université ne soit pas le centre de la diffusion du savoir, ne soit pas le centre de l'esprit critique, du débat critique, etc. L'essentiel que le parti politique ne diffuse pas une pédagogie politique qui permettra aux gens de se rendre responsables et donc d'assumer un rôle dans la société, et qu'une chaîne de télévision ne joue pas le rôle de transmettre l'information et donc d'être le moyen de concrétisation d'un droit citoyen qui est le droit à l'information. Lorsque vous voyez ces éléments-là devenir des instruments de manipulation politicienne, et on a bien vu aujourd'hui la presse, les partis politiques, les équipes de football, les universités sont devenus le moyen par lequel on essaye de bloquer la société. Et d'une manière générale, un peu plus grand que ça, lorsque dans la sphère politique, d'une manière générale, il n'y a pas d'espace d'expression culturelle, il n'y a pas d'espace d'expression scientifique, il n'y a pas de champ de toutes ces expressions, et ben, il n'y a pas de démocratie, donc la société se meurt dans un système de fermeture absolue. La société finit par sécréter par elle-même les attitudes de défense. Et nous sommes dans des attitudes de défense. Et je me permets de vous interrompre, Karim Tabou, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Nous avons demandé 5 minutes de rallonge, si ça nous est accordé. Alors j'aurai 2 questions à vous poser. Je vous demanderai vraiment de les traiter de façon synthétique. La première est, nous allons d'abord voir cette vidéo et je vous poserai la question que je vais vous poser. نصركم الله، نصر البلاد، نصر العباد، نصر قائدنا، نصر جيشنا، نصر أبطالنا. إنها رسالة توحدنا في الأخوة والتعاضد والتكامل مع فرسان جيشنا، قيادة وأفرادا حراس حدودنا، لحومات وطننا الذين يذودون عنا ونحن في أمن واستقرار وأمان. فللجيش كل التحية، فللجيش الوطني الشعبي كل التحية. Karim Tabou, de mon point de vue, de mon modeste point de vue, il y a une seule entité souveraine dans une nation, c'est le peuple. Et l'armée est une institution qu'on appelle dans les démocraties occidentales institution totale, parce qu'elle dispose de certaines prérogatives. L'institution totale est une institution qui est placée sous le commandement du président élu, qui lui-même est censé incarner la souveraineté populaire. Or, que des gens le disent dans les stades, ils n'ont jamais réussi à le faire scander. Qu'ils le disent les relais du régime dans certaines manifestations, dans l'APN, dans certaines institutions, les partis politiques, les Baltagia, les Kachiris, on comprend. Mais que des députés censés légiférer, censés connaître l'esprit des lois, parlent de Jish et de Cheb comme 2 entités distinctes, où chacune a ses caractéristiques, et où l'armée est en quelque sorte, non seulement tout le monde sait qu'elle dispose de la réalité du pouvoir, que c'est elle qui désigne tous ceux qui ont accès au pouvoir, mais qu'en plus, on la place en entité parallèle
avec le peuple. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette outrance, cette véritable outrance qui est tout à fait normalisée dans notre pays, malheureusement, Karim Tabou? Une véritable outrance. La nature du pouvoir algérien, il est fondé rapidement, il est fondé sur 5 piliers essentiels. Le premier pilier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'avoir enraciné l'idée dans la tête de beaucoup de gens que l'État, c'est l'armée. Alors que c'est faux, autant sur le plan sémantique que sur le plan des sciences politiques, mais également dans le fait que l'État, c'est la nation, l'État, c'est la volonté des peuples, l'État, ce sont des valeurs qui représentent au mieux les aspirations d'un peuple. Deuxième, c'est le fait que dans ce pays, on a érigé un mur qui est la légitimité, l'instrumentalisation de la légitimité révolutionnaire. On a considéré dans ce pays que le pouvoir n'est pas tenu par l'obligation de demander l'avis du peuple, puisqu'il est, et c'est donner à lui-même une légitimité imparable. C'est la légitimité révolutionnaire. La troisième, c'est le principe de la violence, c'est-à-dire que le pouvoir, de par le fait que l'État, c'est l'armée, et il a une légitimité incontestable, donc il se donne les moyens d'utiliser, de mettre à sa guise tous les moyens par lesquels donc il se maintient, que ce soit les services de sécurité, la justice, l'administration. Lorsque vous avez un trousseau de clés, et dans ce trousseau, il y a la clé de la prison, la clé du cimetière et la clé du coffre, ben vous en faites ce que vous voulez de ce porte-clés. Après, il y a également le quatrième critère, le quatrième pilier, c'est la corruption. On sait très bien que ces députés, une grande partie de ces députés, il y a des gens qui sont là et ils ont à peine réussi à avoir 10 voix, 15 voix, 20 voix, 200 voix. Toute l'Assemblée, tous ces députés réunis ne représentent pas plus de 10% des Algériens. Donc, on ne peut pas parler de l'Assemblée populaire nationale. Il est populaire en quoi? Il est national en quoi? Et il est assemblée en quoi? Donc, au fait, nous connaissons très bien. Et puis, le cinquième pilier qui est important, et le pouvoir, on a fait un moyen par lequel il fragilise, il fragmente la société, c'est les régionalismes. Et un jour, on va revenir sur ce sujet-là. Puis, le théâtre que vous venez de montrer de l'Assemblée nationale, il faut juste, par le bon sens, s'interroger dans les deux sens. Est-ce que c'est l'armée qui a besoin de ces députés de ce théâtre, ou bien c'est ceux qui sont en train de faire ce théâtre qui ont besoin de l'armée? Il faut juste s'interroger et trouver les bonnes réponses. Très bien. Je ne pense pas qu'une armée... Dernière question, Karim Je ne Tabou. pense pas qu'une armée forte... Oui. Je ne pense pas qu'une armée forte, qu'une armée qui comprend les enjeux actuels, les enjeux mondiaux, les enjeux de la région, ait besoin d'une assemblée qui fait un tel théâtre. Et je ne pense pas que des députés de cette qualité, de ce niveau, puissent trouver la légitimité qu'ils n'ont pas trouvée chez le peuple. Ils vont donc se cacher derrière le fait de scander un slogan qui met au cœur de leur slogan. En derja Karim Tabou, on dit Tah al-Huk Sabaghtah. Je vais vous poser une dernière question, Karim Tabou. Vous allez avoir à peu près 3 minutes, 3-4 minutes. C'est très important. Nous conclurons avec votre réponse. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de veillée d'armes populaire d'un Hirak dont on sent qu'il est en train de frémir, qu'il y a comme un grand mouvement, que ça ne peut plus continuer, que la situation est devenue très grave. Sauf que, et c'est la question que je vous pose, comment faire pour accélérer la dynamique et cette fois-ci essayer de faire en sorte qu'elle puisse aboutir face à ce régime, pour aller vers une phase de transition, au moins, mais surtout, Karim Tabou, par les temps qui courent, où nous voyons, comme cela est en train de se passer en Iran, où des forces occultes, des forces noires sont en train de manipuler dans le sens du peuple iranien, mais nous savons tous qui est derrière. Comment faire pour que le Hirak algérien reste algéro-algérien, que personne ne puisse nous manipuler, que personne ne puisse nous conduire vers une issue qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas celle que nous souhaitons. Karim Tabou, c'est à vous. Et ce sera votre dernière intervention.
Lorsque vous analysez, nous pouvons voir trois éléments majeurs qui sont en train de concourir au risque majeur pour notre pays. Le premier, l'analyse de la sphère internationale. On voit très bien que la position de l'Algérie est en mauvaise position, et puis avec ses conflits, avec ses ratages, avec ses affronts, etc., l'Algérie a perdu sa place sur la scène internationale et les enjeux sont très importants. Les transformations sont très profondes. Et donc, à défaut d'être un acteur de tout ça, nous risquons sérieusement de devenir un jouet de l'histoire. Le deuxième élément, c'est la sphère du pouvoir lui-même. Le pouvoir actuellement, malheureusement, il est constitué de groupes, de logiques d'opacité, d'absence de clarté, d'absence de règles démocratiques. Donc le pouvoir lui-même, comme l'a si bien dit Karl Marx du capitalisme, le pouvoir porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Et puis le troisième élément, c'est la sphère populaire, la sphère de la société. Aujourd'hui, l'Algérien vit une situation sociale intenable, une situation politique asphyxiante, une situation économique complètement bloquée. Et donc, les trois éléments peuvent être des éléments qui vont concourir à quelque chose de très difficile à gérer. Puis, il y a également cette opportunité inachevée, une opportunité qui n'a pas abouti pour plusieurs raisons, qui est l'opportunité du Hirak. Le militant, dans cette situation, jaloux de son pays, qui a l'amour de son pays, ne peut pas espérer des scénarios destructeurs. Mais par contre, on est dans l'espoir que ces éléments-là puissent aider à faire comprendre aux uns et aux autres, aux hésitants, aux calculateurs, aux manœuvriers et aux gens qui ont la responsabilité entre leurs mains, de comprendre que continuer de gérer le pays par la manœuvre, par le mensonge, par la fermeture de l'espace, on ne peut pas gérer le pays de cette manière-là, au risque d'avoir des cassures qui peuvent coûter très cher. Nous espérons et nous le demandons, nous le disons parce que nous sommes convaincus qu'un vrai processus de transition inclusif qui permet et qui place en perspective l'avènement d'un État démocratique, d'un État de droit, la restitution aux Algériens de leur droit à l'expression, de leur droit à l'organisation, et ce sont des conditions sine qua non. À Merci, Karim Tabou. Nous allons subir l'histoire et nous allons subir ces scénarios qui sont en train de détruire des pays. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays parce que nous avons à la fois la puissance, nous avons l'énergie et nous avons cette volonté de se passer de ces scénarios catastrophiques. Merci Karim Tabou pour cette belle conclusion. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Décryptage par Jamaldine